Le 21 janvier 1968, North Star Bay, base aérienne de Thule, Groenland. Un B-52G du Strategic Air Command, indicatif Obo 28, transportant 4 armes thermonucléaires B-28, s'est écrasé sur la banquise après qu'un incendie à bord a contraint son équipage à abandonner l'appareil. En quelques heures, des équipes conjointes américano-danoises ont délimité une zone de débris et de contamination d'environ 1 mile de large sur 3 miles de long sur la baie gelée. Les premières notes de terrain ont fait état de la présence de plutonium, d'uranium, d'américium et de tritium dans les échantillons prélevés en surface, et un dépistage par écouvillonnage nasal a été effectué sur le personnel exposé. 9 837 écouvillons ont été prélevés, dont 335 ont révélé une activité alpha détectable. La contamination a été relativement fixée dans la glace et la neige, a assuré un communiqué du département d'État, ajoutant un accord à l'amiable pour retirer de grandes quantités de glace et de débris contaminés. Mais un rapport de juillet 1968 indiquera aucune partie du 4e secondaire n'a été identifiée. Ce chiffre, et ce qu'il décrit précisément, façonnera la réponse, la logistique du nettoyage et des décennies de controverses publiques sur ce qui reste sous la glace. La fiche de mission était routinière. Vol Hardhead, patrouille de surveillance de Thule, numéro de queue 580188. 7 membres d'équipage, 4 armes thermonucléaires B-28FI dans la soute à bombe, orbite de ravitaillement standard au-dessus de la baie de Baffin, puis une lente boucle au-dessus de la base aérienne de Thule. L'objectif était la visibilité. Le Strategic Air Command voulait surveiller le radar du système d'alerte précoce des missiles balistiques, un immense réseau phasé balayant les approches polaires à la recherche de lancements soviétiques. Si les soviétiques attaquaient, ce radar donnerait la première alerte. La patrouille garantissait la présence d'un bombardier nucléaire au-dessus de leur tête, prêt à réagir, prêt à vérifier que le radar fonctionnait toujours. C'était le 21 janvier 1968. La lumière froide du soleil filait en biais sur la banquise. Le B-52G était en vol depuis plus de 20 heures, suivant la trajectoire qui lui avait été assignée. À l'intérieur de la cabine pressurisée, le navigateur vérifiait les coordonnées. Le navigateur radar surveillait les systèmes. Les pilotes surveillaient le débit de carburant et les paramètres des moteurs. Tout était normal. La perche de ravitaillement avait rempli les réservoirs quelques heures plus tôt. La prochaine étape de l'orbite les ramènerait au-dessus de la calotte glaciaire vers le site radar. Vers 15 heures, heure normale de l'Est, un dysfonctionnement du système de chauffage dans la partie inférieure du compartiment de l'équipage a commencé à dégager de la fumée. Le feu s'est rapidement propagé à travers l'isolation et les faisceaux de câbles. Les disjoncteurs se sont déclenchés. Le copilote a actionné la poignée du système d'extinction, mais la fumée s'est épaissie plus rapidement que ne le permettait la procédure. En quelques minutes, la visibilité dans le cockpit a chuté à quelques centimètres. Le pilote a ordonné l'évacuation. 6 membres d'équipage se sont éjectés avec succès au-dessus de la banquise. Le 7e, le navigateur, n'a pas survécu à la séquence d'éjection. Le bombardier sans pilote, toujours en partie sous tension, a continué vers le nord-ouest. À 15h39 HNE, il a percuté la surface gelée de North Star Bay, à environ 7 miles et demi à l'ouest de la base aérienne de Thule, sur une banquise recouvrant une eau salée d'environ 600 pieds de profondeur. L'impact a brisé la cellule. Le carburant s'est enflammé. Les 4 armes B-28FI se sont brisées dans le feu et les débris. Le Strategic Air Command a déclaré un Broken Arrow, le code du Pentagone pour un accident impliquant des armes nucléaires. En moins de 2 heures, la sécurité de la base a bouclé la zone du crash. Les premières équipes d'enquête sont arrivées sur place à 18 heures, leurs instruments cliquetant dans le vent glacial. Les sondes alpha ont enregistré une contamination sur la glace noircie. Un message radiotéléphonique parvint au Pentagone, à la Commission de l'énergie atomique et au département d'État à la tombée de la nuit. Le site d'impact présente une contamination de surface, 4 armes impliquées, champ de débris étendu, autorités danoises informées. La mission avait été conçue pour garantir la préparation. La flotte de B-52 effectuait une alerte aérienne continue, l'opération Chrome Dome, afin de s'assurer que même une attaque surprise soviétique sur les bases américaines ne puisse détruire l'ensemble de la force de bombardiers au sol.
une partie de Chrome Dome survolait le Groenland, maintenant une présence nucléaire près du radar BMUWS et du périmètre d'alerte précoce nordique. Le plan reposait sur la fiabilité, la discipline de l'équipage et des réponses contrôlées à tout dysfonctionnement. Le calcul des risques tenait compte de la sécurité des vols, des conditions météorologiques et de la navigation, mais pas de ce qui se passerait si un système de chauffage tombait en panne au-dessus d'une zone politiquement sensible et non nucléaire. Le Danemark hébergeait la base aérienne de Thulé en vertu d'un accord de 1951. Le gouvernement danois avait depuis longtemps maintenu une position publique contre les armes nucléaires sur le sol danois. Le statut exact du Groenland, territoire danois, restait diplomatiquement ambigu. Les États-Unis avaient déjà déployé des forces nucléaires au Groenland, et les bombardiers du SAC survolaient régulièrement l'île. Mais la position officielle du Danemark, réitérée au Folketing, le Parlement danois, était claire. Aucune arme nucléaire ne pouvait être stockée au Danemark ou sur ses territoires. L'alerte aérienne était techniquement un survol et non un stockage. Cette distinction avait suffi jusqu'à 15h39 EST le 21 janvier. Le major général Richard O. Hunziker, chef du contrôle des catastrophes pour le SAC, est arrivé à Thulé dans les 24 heures. Un camp de base a pris forme sur la glace. Tentes, générateurs, bidons de carburant, instruments de mesure. Le camp a été baptisé Camp Hunziker. Un poste de commandement coordonnait les opérations avec l'AEC, le Bureau danois de sécurité radiologique, et le département d'État américain. Le 22 janvier, les équipes de mesure avaient parcouru le champ de débris à la lumière de projecteurs portables, plantant des piquets tous les 50 mètres. La zone s'étendait sur environ 120 mètres de large et 670 mètres de long, noircie par le kérosène et les résidus de combustion du JP4. Des échantillons de neige ont été prélevés et étiquetés. Des écouvillons nasaux ont été distribués à tous les travailleurs entrant dans le périmètre. La patrouille était censée protéger le site radar. Au lieu de cela, elle a créé le plus grand test politique de l'accord nucléaire entre les États-Unis et le Danemark depuis la signature de l'accord de base. La fiche de mission, avec ses entrées soigneusement dactylographiées, était désormais à l'origine d'un incident international. Et la vraie question n'était pas de savoir ce que le bombardier faisait dans les airs, mais ce que 4 armes cassées avaient laissé sur la glace et sous celle-ci. Artefacts, sondes alpha et détecteurs à scintillation Fiedler, instruments portatifs pour les relevés de contamination de surface, les premiers outils permettant de quantifier ce que l'accident avait dispersé sur la glace. Les premières mesures ont été prises en quelques heures. Un physicien de la santé du bureau de sécurité radiologique de la base a foulé la glace noircie, une sonde alpha dans une main et un bloc-notes dans l'autre. Il a balayé lentement la sonde sur une parcelle de neige noircie par la suie. L'aiguille du compteur a bondi. Il a noté le taux de comptage, s'est déplacé de 3 pas vers l'ouest et a balayé à nouveau. Un autre pic. Il a marqué la position avec un drapeau numéroté. Le 22 janvier 1968, les équipes d'enquête avaient délimité la zone de contamination. Le champ de débris était centré sur le cratère d'impact, où des morceaux d'aluminium et d'acier brisés étaient éparpillés sur la glace. La contamination s'est propagée sous le vent en un panache allongé, façonné par la brise dominante du nord-ouest pendant l'incendie. L'axe le plus long mesurait environ 1 mile sur 3 miles. Les échantillons de surface ont révélé la présence de plutonium-239 et de plutonium-240, les isotopes fissiles au cœur des armes B-28. De l'uranium-235 et de l'uranium-238 ont été détectés dans les débris et dans les fines particules présentes sur la neige. L'américium-241, un produit de désintégration du plutonium, est apparu dans la spectroscopie alpha. Le tritium, provenant des composants de fusion des armes, a marqué des fragments éparpillés. Les instruments ont donné un résultat cohérent. Les explosifs puissants contenus dans chaque arme avaient explosé ou déflagré lors de l'impact, fragmentant les noyaux d'uranium et de plutonium et dispersant des actinides à la surface. Il n'y avait pas eu de rendement nucléaire. Les armes nécessitèrent des séquences d'implosion précises qu'un crash incontrôlé ne pouvait reproduire. Mais l'inventaire radiologique était désormais réparti sur une baie gelée, au lieu d'être contenu dans les enveloppes des bombes. La Commission de l'énergie atomique a dépêché des observateurs de la division de biologie et de médecine.
Des experts danois en radiologie sont arrivés de Copenhague et du laboratoire national de Riseux. Le service de contrôle des catastrophes du SAC a mis en place une ligne de décontamination à la périphérie. Nettoyage des bottes, mise en sac des vêtements extérieurs, prélèvements nasaux. Chaque personne entrant dans la zone contrôlée recevait un dosimètre et un respirateur. Chaque personne sortant de la zone rendait son dosimètre pour lecture et se soumettait à un prélèvement nasal. Un petit coton-tige était inséré brièvement dans chaque narine, puis scellé dans une enveloppe numérotée et envoyé pour comptage alpha. Au 24 janvier, soit 96 heures après l'impact, 37 prélèvements nasaux avaient été effectués. 335 d'entre eux ont révélé une activité alpha détectable, une mesure des particules inhalées ou déposées. Des échantillons d'urine ont ensuite été prélevés. 756 travailleurs ont fourni des échantillons biologiques pour une évaluation à plus long terme de l'absorption. Les résultats indiquaient un transfert de contamination de surface, poussière sur les gants, vapeur respiratoire dans l'air froid, mais les premiers rapports soulignaient que les concentrations dans l'air restaient faibles. La contamination est restée relativement fixe dans la glace et la neige, résumait un télégramme. Les actinides ne se volatilisaient pas et ne se dispersaient pas largement. Ils étaient emprisonnés dans des matrices gelées, adhérant à la suie et aux débris. Ce fait a déterminé la décision suivante. Si la contamination restait fixe, elle resterait en place jusqu'au dégel printanier. Lorsque la glace de mer fondrait, les matières contaminées s'enfonceraient dans la baie North Star, une crique peu profonde en communication avec la baie de Baffin et l'océan Arctique. L'inventaire radiologique se diluerait avec le temps, mais le panache immédiat entrerait dans la chaîne alimentaire marine. Les communautés inuites locales pêchaient des phoques, des poissons et des crustacés dans ces eaux. Le gouvernement danois avait clairement intérêt à empêcher cette issue. Le 16 février 1968, un télégramme du département d'État consignait un « accord à l'amiable ». Les États-Unis s'engageaient à retirer environ 50% de la glace et de la neige contaminée. La formulation avait été soigneusement choisie. Ce pourcentage représentait un compromis entre le coût, la logistique et les assurances diplomatiques. La masse réelle de contamination était inconnue. Les études cartographiaient encore les points chauds. Mais ce chiffre offrait une base de référence pour la planification. En quelques jours, cette base s'est avérée insuffisante. De nouvelles études ont élargi le périmètre signalé. Les instruments ont enregistré des comptages par minute dans des secteurs auparavant considérés comme propres. Les vents pendant l'incendie avaient dispersé des particules fines au-delà du cordon initial. Chaque nouvelle étude ajoutait des drapeaux, du tonnage et des exigences de transport. La technologie était simple, des sondes alpha pour le dépistage en surface, des Fiddler, Field Instrument for the Detection of Low Energy Radiation, ou instruments de terrain pour la détection des rayonnements à faible énergie, pour les travaux plus sensibles sur les rayons gamma et les rayons X à faible énergie. Les détecteurs eux-mêmes étaient de simples appareils à scintillation, fiables par temps froid si les batteries restaient chargées. Le défi résidait dans la couverture, une zone de 1,6 km sur 4 km, inspectée à pied par un vent glacial dans l'obscurité arctique de janvier. Les équipes travaillaient par roulement. Les drapeaux se multipliaient. La carte devenait de plus en plus dense. À la fin du mois de février, l'objectif de 50% de retrait a été effectivement abandonné. La contamination cartographiée dépassait les estimations initiales. Le dégel printanier était prévu pour la fin avril, soit dans environ 8 semaines. Si le nettoyage devait empêcher la glace contaminée de pénétrer dans la baie, l'opération devait être immédiatement intensifiée. Le Gentleman's Agreement est devenu une note de bas de page. L'objectif révisé, retirer tous les matériaux contaminés avant la fonte. Les instruments avaient imposé cette décision. La sonde Alpha et le Fiddler, balayant la neige noircie, avaient transformé une courtoisie diplomatique en impératif technique. Les mesures, compte par minute convertis en becquerels par mètre carré, puis recoupés avec les prévisions de fonte, dictaient la logistique. Combien de bulldozers, combien de chars, combien de navires, combien de mois. L'opération avait désormais un nom, Crested Ice, et l'objectif n'était plus de 50%. L'objectif était tout ce que les instruments pouvaient trouver.
Artefact, mémorandum dactylographié, contexte de l'accident du B-52 près de Tulay. Note du département d'État résumant l'accident, les armes impliquées et les enjeux diplomatiques. Le mémorandum est arrivé sur le bureau du secrétaire d'État Dean Rusk le 22 janvier 1968, moins de 24 heures après l'accident. L'objet était intitulé « Contexte de l'accident du B-52 près de Tulay ». Le texte était concis, un B-52G, 4 armes thermonucléaires, impact sur la banquise, contamination détectée, autorités danoises informées. Le dernier paragraphe soulignait la dimension politique. Le gouvernement danois a maintenu une politique contre les armes nucléaires sur le territoire danois. Le statut du Groenland dans le cadre de cette politique est ambigu. Cet incident pourrait nécessiter des éclaircissements. Cette litote marqua le début d'un effort diplomatique qui allait façonner non seulement le nettoyage, mais aussi l'avenir des opérations nucléaires des États-Unis au Groenland. La position déclarée du Danemark était claire et publique. Pas d'armes nucléaires au Danemark, ni sur ses territoires. Cette position avait été réitérée au Folketing, affirmée par les gouvernements successifs et ancrée dans l'identité politique danoise pendant la guerre froide. Pourtant, la base aérienne de Tulay, une installation américaine située au Groenland sous administration danoise, était la pierre angulaire de la défense aérienne nord-américaine. Le radar BMIVS scannait les trajectoires des missiles soviétiques. Les bombardiers du SAC se ravitaillaient au-dessus de la baie de Baffin et orbitaient au-dessus de la côte ouest du Groenland. L'accord de base, signé en 1951, autorisait les opérations militaires américaines, mais ne mentionnait pas explicitement les armes nucléaires. Pendant 17 ans, cet accord a fonctionné grâce à une ambiguïté prudente. Les États-Unis ne donnèrent pas spontanément de détails sur le déploiement des armes et le Danemark ne les demandait pas. L'alerte aérienne au-dessus du Groenland était techniquement un survol, une présence transitoire et non un stockage. Les missions Chrome Dome transportaient des armes actives dans les airs, mais ne les posaient pas sur le sol danois. Cette distinction permettait aux deux gouvernements de maintenir leur position. Les États-Unis conservaient leur flexibilité opérationnelle et le Danemark maintenait sa politique non nucléaire dans le discours public. L'accident a brisé cet équilibre. La présence de 4 armes à bord a été confirmée. Une contamination, clairement liée à des matières nucléaires, recouvrait désormais la glace du Groenland. La presse danoise a relayé l'information en quelques heures. Le Folketing a exigé des réponses. Le ministre des Affaires étrangères, Poul Hartling, a dû répondre immédiatement aux questions du Parlement. Le gouvernement était-il au courant des survols nucléaires? Une autorisation avait-elle été accordée? Quelles garanties avaient été fournies? L'ambassadeur Torben Rønn, représentant du Danemark à Washington, a adressé une demande officielle au département d'État le 23 janvier. Le message était direct. Le Danemark demandait la divulgation complète des armes impliquées, l'étendue de la contamination, le plan de nettoyage et, surtout, la politique future en matière de survol et de déploiement nucléaire au Groenland. La formulation était diplomatique, mais la pression était indéniable. L'accident avait donné au Danemark un moyen de pression qu'il n'avait jamais eu auparavant. La réponse du département d'État, coordonné par le Bureau des Affaires européennes et canadiennes, a reconnu l'accident et promis une coopération en matière de nettoyage et de surveillance environnementale. Sur la question des opérations futures, le langage était plus prudent. Les États-Unis appréciaient le partenariat en matière de défense. La base aérienne de Tulay était essentielle à la sécurité mutuelle. Tout changement dans les procédures opérationnelles serait examiné en consultation avec les autorités danoises. Derrière cette réponse soigneusement rédigée, cependant, le calcul était en train de changer. Le 27 janvier, un télégramme interne du département d'État indiquait que le Danemark était susceptible d'exiger l'interdiction absolue des survols et du stockage nucléaire au Groenland. Le télégramme évaluait le coût diplomatique d'un refus par rapport au coût opérationnel d'une acceptation. Les missions Chrome Dome pouvaient être redirigées. L'alerte aérienne pouvait se poursuivre au-dessus des eaux internationales ou de l'espace aérien canadien. Le radar lui-même ne nécessitait aucune surveillance nucléaire. La mission était un symbole visible de préparation, et non une nécessité tactique. À la mi-février,
Les contours d'un accord se dessinaient. Les États-Unis retireraient les matériaux contaminés du site du crash, un engagement plus large que l'objectif initial de 50%. Le Danemark recevrait des rapports réguliers de surveillance environnementale et participerait aux travaux d'études. En contrepartie, le Danemark accepterait des garanties soigneusement formulées concernant les opérations futures. Aucune arme nucléaire ne serait stockée au Groenland et les survols seraient soumis à un examen. La signification exacte du terme « examen » restait vague, mais l'effet pratique était clair. L'alerte aérienne continue au-dessus de Thulé prendrait fin. L'accord n'a jamais été officialisé dans un traité unique. Il s'est plutôt déroulé par le biais de télégrammes, de déclarations ministérielles et d'ajustements politiques parallèles. Les archives du département d'État ont consigné la séquence des événements. Un accident, un tollé parlementaire, une négociation menée par le biais de mémos et de points de discussion. En mars, le Folketing avait voté une résolution exigeant des garanties absolues. Les États-Unis n'ont pas accepté la formulation « garanties absolues », mais ont discrètement mis fin aux opérations Chrome Dome au-dessus du Groenland. La dernière patrouille de surveillance de Thulé a volé fin février 1968. Le mémorandum qui avait atterri sur le bureau de Rusk en janvier avait prédit le problème. La résolution diplomatique, obtenue après 6 semaines d'échanges, redéfinit les relations en matière de sécurité. L'accident avait donné au Danemark le capital politique nécessaire pour appliquer sa politique non nucléaire, et les États-Unis avaient choisi de s'adapter plutôt que de s'opposer. Le coût était la flexibilité opérationnelle. L'avantage était la cohésion de l'alliance et, peut-être, un risque réduit d'un autre Broken Arrow sur un territoire politiquement sensible. Entre-temps, le nettoyage se poursuivait sous de nouvelles contraintes. Chaque expédition, chaque communiqué de presse, chaque terme technique devait être examiné pour tenir compte des sensibilités danoises. Le langage de l'opération reflétait autant la diplomatie que l'ingénierie. Ce qui était appelé « enquête » dans les câbles publics était qualifié de « recherche » dans les directives classifiées. La distinction était importante. Il s'est avéré que la diplomatie allait déterminer non seulement ce qui était retiré de la glace, mais aussi ce qui pouvait être dit à ce sujet. Artefacts, carte d'étude du site avec coordonnées au crayon et annotation du nombre de comptages par minute. Le document qui traduisait les lectures des instruments en logistique et en tonnage. La carte remplissait un panneau de contreplaqué fixé au mur du camp Hunziker. Des lignes quadrillées divisaient la zone du crash en carrés de 50 mètres, chacun étant identifié par des coordonnées alphanumériques. Les équipes d'études ajoutaient des pointes au crayon. Chaque point correspondait à un emplacement de mesure, chaque annotation à un taux de comptage ou à une estimation de l'activité. À la fin du mois de janvier, le panneau était couvert de marques. À la mi-février, des feuilles supplémentaires ont prolongé la grille vers l'ouest et le sud, permettant de suivre la contamination au-delà du périmètre initial. Le schéma était clair. Les lectures les plus élevées se concentraient près du cratère d'impact, où les débris de l'arme et le kérosène avaient de brûler ensemble. Le plutonium-239 et le plutonium-240 dominaient l'activité, émetteurs alpha à longue durée de vie qui enregistraient des valeurs élevées sur les sondes. Des isotopes d'uranium apparaissaient dans tout le panache, provenant à la fois des composants de l'arme et des fragments dispersés. L'américium-241, un produit de désintégration du plutonium-241, s'ajoutait à la signature alpha. Le tritium marquait les zones où les composants de fusion s'étaient fragmentés. Les concentrations variaient considérablement. Dans la zone de combustion, les échantillons de surface ont montré un dépôt localisé de plutonium approchant les 380 mg par mètre carré, un point chaud dense où le métal en fusion s'était accumulé et avait gelé sur la glace. Sous le vent, l'activité a diminué, mais est restée détectable sur toute la longueur du panache, soit 3 miles. Le vent pendant l'incendie avait soulevé de fines particules, créant une distribution asymétrique. La brise du nord-ouest avait éloigné la contamination de la base, parallèlement au littoral. Les enquêtes ont utilisé 2 instruments principaux. La sonde alpha, un détecteur à scintillation portable optimisé pour les particules alpha, a permis un dépistage rapide. Un technicien s'accroupissait, balayait la sonde sur 1 mètre carré de glace, enregistrait le taux de comptage et passait à la position suivante. Le Fiddler
Field Instrument for Detection of Low Energy Radiation, offrait une meilleure sensibilité pour les rayons gamma et les rayons X de faible énergie, ce qui était utile pour confirmer les rapports isotopiques et détecter l'américium. Les deux instruments nécessitaient des vérifications fréquentes de l'étalonnage, en particulier par temps froid. La durée de vie des piles était réduite à des températures inférieures à 0. Le vent glacial embuait les fenêtres des détecteurs. Les équipes ont appris à protéger les instruments à l'intérieur de leur parka entre les mesures, afin de préserver leur fonctionnement par un vent glacial de moins 30 degrés Celsius. Les données s'accumulaient chaque jour. Chaque soir, les équipes de recherche retournaient au camp Hunziker et transposaient leurs notes de terrain sur la carte principale. Les points se regroupaient en zones. Les secteurs à forte activité étaient entourés au crayon rouge. Les zones à activité moyenne en jaune. Les zones à faible activité, mais détectables en vert. Les couleurs correspondaient directement aux priorités d'enlèvement. Les zones rouges devaient être immédiatement excavées et emballées. Les zones jaunes devaient faire l'objet d'un deuxième balayage. Les zones vertes devaient être surveillées pour éviter tout risque de fonte. À la fin du mois de février, la carte répertoriait plus de 1500 points d'études individuelles. L'analyse statistique a montré qu'environ 93% de la contamination détectable en surface se trouvait dans la zone principale de 1,6 litres sur 5 km. Les 7% restants, des particules dispersées par le vent ou transportées par des véhicules, se trouvaient en dehors du périmètre de sécurité, mais nécessitaient tout de même une attention particulière. Chaque valeur aberrante ajoutait à l'étendue de l'opération de nettoyage. La carte révélait également des lacunes. La glace de mer n'est pas uniforme. Les crêtes de pression, les chenaux recongelés et les congères ont créé un terrain difficile d'accès pour les équipes d'études. Certains secteurs ont été signalés comme couverture incomplète. D'autres ont été marqués « Nouvelle étude après la fonte des neiges ». Le dégel printanier allait exposer les surfaces enfouies sous les congères, révélant potentiellement une contamination supplémentaire. Le calendrier de nettoyage devait tenir compte de cette incertitude. L'inventaire isotopique était quantifié en becquerel, une mesure des événements de désintégration radioactive par seconde, mais les notes de terrain enregistrèrent souvent les comptages par minute pour plus de simplicité. Pour contextualiser, le rayonnement de fond sur la glace arctique propre enregistrait environ 10 à 15 comptages par minute. Les points chauds dans la zone brûlée dépassaient les 10 000 comptages par minute, soit un ratio de plus de 600 pour 1. Une seule radiographie thoracique délivre environ 0,1 millisievert de dose. Le débit de dose résultant d'un contact direct avec un échantillon de glace à haute activité pouvait atteindre plusieurs dizaines de millisievert par heure si l'exposition était prolongée. Les travailleurs évitaient tout contact prolongé. Les conducteurs de bulldozers déblayaient les matériaux contaminés en plusieurs passages, minimisant ainsi le temps passé à proximité des points chauds. Les protocoles de décontamination mettaient l'accent sur la rapidité et la protection. La terre et la glace constituaient des barrières efficaces contre les particules alpha, qui pénètrent difficilement, mais devaient être manipulées avec précaution pour éviter toute inhalation ou ingestion. La carte dictait tout. Les planificateurs des transports l'utilisaient pour estimer le tonnage. Les responsables logistiques comptaient les zones rouges et commandaient des camions-citernes. Les planificateurs ont estimé les heures de travail nécessaires en fonction de la densité de la grille. Le nettoyage est en fait devenu un problème de couverture et de débit. Nettoyer chaque carré de la grille, vérifier le nettoyage, passer au suivant. Les points tracés au crayon sur le contreplaqué se sont traduits par des centaines de milliers de gallons de boue contaminés, conditionnés dans des réservoirs en acier, chargés sur des navires et envoyés vers le sud, aux États-Unis. Le tableau d'enquête n'était pas seulement un registre, c'était le plan de l'opération. Artefact, réservoir de stockage cylindrique en acier portant l'inscription « Contaminated Material », Tulle 1968, matériaux contaminés, Tulle 1968. L'un des dizaines de réservoirs qui ont transporté des boues glacées contenant du plutonium à travers l'Atlantique. Les réservoirs étaient alignés sur le site connu sous le nom de Tank Farm, une zone de transit près du port de Tulay. Chaque réservoir était un cylindre industriel standard d'environ 2,4 mètres de diamètre et 6 mètres de
long, en acier soudé avec des couvercles boulonnés. Des inscriptions identifiaient le contenu, la destination et la classe de danger. En mars 1968, la Tank Farm comptait plus de 30 réservoirs et d'autres unités arrivaient chaque semaine par avion cargo et par bateau. Le processus était simple dans son concept, mais complexe dans son exécution. Des bulldozers poussaient la neige et la glace contaminée dans des bacs de collecte en bois, des caisses en contreplaqué brut d'1 mètre de côté et à toit ouvert. Des ouvriers en tenue de protection transvasèrent le contenu des bacs dans des trémies plus grandes, où la boue gelée était mélangée à de l'eau pour créer un fluide pompable. Le mélange était transféré par tuyaux dans des réservoirs en acier. Chaque réservoir contenait environ 19 000 litres. Une fois plein, le réservoir était scellé, marqué et transporté par camion vers la zone de transit du port, en attendant son expédition. L'opération avait un nom, Crested Ice. Il avait été choisi pour sa neutralité bureaucratique. Pas de formulation dramatique, pas de référence directe aux armes nucléaires. Le nom apparaissait sur les manifestes d'expédition, dans les câbles logistiques et sur les réservoirs eux-mêmes. Crested Ice est devenu le raccourci administratif pour désigner 9 mois d'excavation par temps froid, le plus grand nettoyage radiologique jamais entrepris dans l'Arctique à cette date. Le plan initial envisageait une élimination sur place. Les ingénieurs proposaient d'enterrer les réservoirs dans des fosses de pergélisol près du site du crash, de les sceller et de les surveiller indéfiniment. La couche de pergélisol dans le nord-ouest du Groenland s'étend sur des centaines de mètres de profondeur. L'enfouissement immobiliserait la contamination à l'échelle géologique. Cette option était rentable, techniquement viable et avait déjà été utilisée. D'autres installations militaires avaient éliminé des déchets de faible activité par enfouissement, mais le Danemark l'a immédiatement rejeté. La position danoise était claire. Les matériaux contaminés devinrent être entièrement retirés du Groenland. Pas d'enfouissement, pas de stockage à long terme, exportation vers les États-Unis. Cette décision a transformé la logistique. L'enfouissement nécessitait des fosses, des couches de gravier et des puits de surveillance. L'exportation nécessitait des citernes, une capacité de chargement, des installations portuaires et des sites de réception de l'autre côté de l'Atlantique. Les estimations de tonnage ont grimpé. Avec un retrait de 50%, il faudrait peut-être 20 à 30 citernes. Avec un retrait de 90%, l'objectif désormais implicite dans le cadre révisé, il faudrait plus de 70 citernes, voire davantage. Chaque citerne pesait plusieurs tonnes lorsqu'elle était pleine. Pour les transporter de la glace au port, il fallait des véhicules à chenilles. Pour les charger sur des navires, il fallait des grues et des calculs de ballast. 2 installations américaines ont été désignées comme sites de réception. Les boues liquides contaminées, neige fondue, glace et particules en suspension, seraient acheminées vers le site de Savannah River en Caroline du Sud, où l'infrastructure de traitement des déchets liquides de l'AEC pouvait traiter les flux contenant des actinides. Les débris solides, fragments d'armes, enveloppes métalliques, assemblage partiel, seraient acheminés vers l'usine Pantex au Texas, principale installation d'assemblage et de démontage d'armes nucléaires. Les 2 sites disposaient d'habilitations de sécurité, de procédures de manipulation radiologique et de systèmes de comptabilité des matières classifiées. Les expéditions ont commencé fin février et se sont poursuivies jusqu'en septembre. Les citernes ont été transportées vers le sud, à bord de navires de charge de la marine américaine et de cargo sous contrat, via Halifax ou directement vers les ports de la côte Est. Les manifestes indiquaient que la cargaison était constituée de déchets radiologiques provenant d'opérations de défense, une formulation qui satisfaisait aux exigences douanières sans préciser l'origine. Chaque expédition a été enregistrée, suivie et confirmée à son arrivée. Lorsque le dernier réservoir a quitté Thulé au début de l'automne, le total s'élevait à plus de 550 000 gallons de liquide et de boue contaminée, soit l'équivalent d'environ 110 réservoirs pleins. Cette campagne de 9 mois a nécessité une coordination entre plusieurs agences. La Commission de l'énergie atomique a assuré la supervision technique et la préparation du site de réception. Le commandement aérien stratégique a géré les opérations et la sécurité sur place. La marine américaine s'est chargée du transport maritime.
l'armée de l'air a assuré les vols de ravitaillement pour l'équipement et la rotation du personnel. Les officiers de liaison danois ont suivi les progrès et examiné les données d'échantillonnage. Au plus fort de l'activité, le camp Hunziker a accueilli plus de 300 travailleurs, opérateurs d'équipement, physiciens de la santé, techniciens de décontamination, ouvriers, cuisiniers et personnel administratif. L'environnement arctique a imposé ses propres contraintes. L'équipement gelait, les conduites hydrauliques devaient être chauffées, le carburant diesel se gélifiait dans les réservoirs. Les opérateurs travaillaient dans des combinaisons isolantes, ce qui limitait leur dextérité et leur visibilité. Les tempêtes de vent ont interrompu les opérations pendant plusieurs jours. En avril, le dégel printanier a commencé, compliquant les travaux d'excavation. L'eau de fonte s'est accumulée dans les zones basses, créant une boue sans mélange mécanique. Les pompes se sont obstruées avec des fragments de glace. En mai, la glace de mer elle-même a commencé à se fracturer, obligeant les équipes à accélérer les travaux dans les zones extérieures de la grille avant que les voies d'accès ne se brisent. Malgré ces difficultés, le débit est resté élevé. Les bulldozers ont déblayé les secteurs avant la date prévue. Les opérations de remplissage des réservoirs se sont déroulées en 2 équipes pendant les périodes de temps stables. La coordination du transport maritime s'est améliorée à mesure que les manutentionnaires portuaires apprenaient les procédures. En juin, la zone de débris visible avait été réduite à une étendue nivelée de glace raclée, marquée par des balises d'arpentage là où des vérifications finales étaient en attente. Le coût n'a jamais été entièrement divulgué. Des résumés non classifiés faisaient référence à des dépenses importantes et à une opération de plusieurs millions de dollars. Mais les chiffres précis sont restés enfouis dans des postes budgétaires classifiés. Les estimations, reconstituées à partir de rétrospectives ultérieures, suggéraient des coûts de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars de 1968, une somme considérable, due à la prime logistique de l'Arctique, au calendrier prolongé et au coût du transport transatlantique. Crested Ice a atteint son objectif principal, éliminer la majeure partie de la contamination mesurable du site du crash avant que la fonte estivale ne la disperse dans la baie de North Star. Les études environnementales menées les années suivantes ont montré une activité résiduelle à de faibles niveaux, conforme aux 7% restants en dehors de la zone principale de nettoyage. Les réservoirs, quant à eux, sont devenus des artefacts à part entière, des cylindres en acier qui avaient là transporté la neige et le plutonium du Groenland vers le sud, témoignant physiquement de ce qui se passe lorsque la politique stratégique, la nécessité diplomatique et le risque environnemental convergent vers une baie gelée à la lisière de l'Arctique. Artefacts, registre d'inventaire des composants d'armes, entrée partielle pour secondaire Nero 4, une seule ligne vide qui a défini la controverse pendant des décennies. Le registre était un document comptable technique et non un récit. Il répertoriait 4 armes thermonucléaires B-28FI par numéro de série, puis détaillait les composants récupérés. Étage primaire, les déclencheurs de fission, étage secondaire, les assemblages de fusion, enveloppe hautement explosive, réservoir de tritium, dispositif de mise à feu et matériel auxiliaire. Chaque ligne correspondait à un objet physique identifié par sa position sur la grille, sa date d'excavation et son conteneur d'expédition. La plupart des lignes comportèrent des entrées. Une ligne n'en comportait pas. En juillet 1968, l'inventaire était suffisamment complet pour être résumé. Les débris d'armes avaient été triés à Tulé et expédiés à Pantex, où des spécialistes du démantèlement nucléaire examinaient chaque fragment. Les cylindres d'uranium, parfois appelés bougies d'allumage, dans le jargon de la conception des armes, bien que le terme officiel soit simplement composants secondaires, étaient identifiés par leur signature métallurgique. Les noyaux de plutonium ont été inventoriés par bilan massique, puis recoupés avec les registres de production connus. Environ 85% de la masse totale d'uranium des 4 armes a été récupérée. Environ 94% du poids des 3 composants secondaires, les assemblages de fusion, a été comptabilisé. Le 4e composant secondaire ne l'a pas été. La phrase suivante figurait dans un rapport interne de l'AEC daté de juillet 1968. Aucune partie du 4e composant secondaire n'a été identifiée. La phrase était factuelle et précise.
Elle ne prétendait pas que le quatrième composant secondaire était intact, perdu ou manquant au sens courant du terme. Elle indiquait simplement qu'aucun débris récupéré n'avait pu être identifié comme provenant de cet assemblage spécifique. La distinction était importante sur le plan technique, mais l'interprétation publique et politique allait brouiller les pistes. Les armes s'étaient brisées violemment. Les explosifs puissants de la conception B-28 entouraient les étages primaires. Lors de l'impact, les explosifs ont détonné ou déflagré, fragmentant les cœurs fissiles et dispersant le plutonium et l'uranium sur la glace. Les assemblages secondaires, des étages de fusion cylindrique alimentés par du deutérure de lithium et contenant des composants d'uranium, étaient physiquement séparés des primaires et plus robustes, mais ils se sont également brisés sous la force de l'impact et du feu. Les fragments ont été collectés, triés et analysés. Certaines pièces étaient suffisamment grandes pour être identifiées sans ambiguïté. D'autres ne l'étaient pas. Le composant spécifique qui suscitait des inquiétudes était un cylindre d'uranium situé dans le secondaire, que certains concepteurs d'armes appelaient officieusement « bâton de maréchal » en raison de sa forme, bien que ce terme n'apparaisse jamais dans les documents officiels. Ce cylindre contenait de l'uranium-235 et de l'uranium-238 dans une configuration géométrique particulière optimisée pour la fusion. Sa présence ou son absence était importante, car l'uranium-235 est un matériau fissile de qualité militaire, soumis au protocole de sécurité de l'AEC. La perte de responsabilité, même en cas d'accident, déclenchait des alarmes procédurales. Le rapport de juillet 1968 a immédiatement déclenché un examen interne. Le composant avait-il été consumé par le feu? Peu probable. L'uranium a un point de fusion élevé et ne se vaporise pas. Avait-il été enseveli sous la glace ou les débris? C'était possible, mais la grille de recherche avait été minutieuse. Avait-il coulé à travers la banquise dans la baie North Star? C'était également possible. L'impact s'était produit sur une couche de glace d'environ 1 mètre d'épaisseur, au-dessus d'une eau d'environ 200 mètres de profondeur. Des fragments auraient pu pénétrer la glace lors de l'impact ou la faire fondre lors de l'incendie qui s'en est suivi. Si le composant avait coulé, il se trouverait sur le fond marin sous le point d'impact. Cette possibilité a défini la phase suivante, une recherche sous-marine. L'opération n'a jamais été publiquement qualifiée de recherche, par respect pour la sensibilité des Danois à l'égard des armes nucléaires perdues. Les déclarations officielles utilisaient le terme « étude du fond sous le point d'impact », mettant l'accent sur la surveillance environnementale plutôt que sur la récupération des composants. Les câbles classifiés, cependant, étaient explicites. Localiser le cylindre d'uranium manquant. La formulation dans le registre « aucune pièce identifiée » a été soigneusement choisie. Il évitait le mot « perdu » qui impliquait une négligence. Il évitait « manquant » qui suggérait une dissimulation active. Il évitait « intact » qui pouvait impliquer une bombe récupérable. Le composant en question faisait partie d'un assemblage secondaire et non d'une arme complète. Même s'il était retrouvé, il ne constituerait pas un dispositif nucléaire fonctionnel, mais il s'agissait d'un matériau classifié et son emplacement était inconnu. Le comptage avait également une dimension statistique. Une récupération de 85% de l'uranium signifiait que 15%, plusieurs kilogrammes, selon la charge totale, restaient introuvables. Cette masse pouvait être répartie sous forme de fines particules dans le panache, de fragments en dehors de la grille étudiée ou de morceaux plus gros sur le fond marin. Le chiffre de 94% pour 3 assemblages secondaires suggérait une récupération relativement complète de ces assemblages. Le chiffre de 0% pour le 4e assemblage secondaire ressortait de manière frappante en comparaison. Les conséquences politiques étaient prévisibles. Les responsables danois ont examiné le résumé et se sont concentrés sur cette lacune. Le Folketing a exigé des éclaircissements. Une arme nucléaire avait-elle disparu? La réponse des États-Unis était techniquement exacte, mais politiquement insuffisante. Aucune arme complète n'avait disparu, mais un composant d'une arme n'avait pas été récupéré. Cette distinction n'a satisfait ni la presse ni le Parlement. Le récit s'est simplifié en « bombe perdue », une expression qui allait persister dans la couverture médiatique, malgré les corrections officielles répétées. Le registre, quant à lui, est resté un document classifié pendant des décennies. Des archives publiées
Ultérieurement, notamment un rapport de 2009 de l'Institut danois d'études internationales, ont fourni le contexte. L'objectif de l'opération sous-marine était un composant contenant de l'uranium, ce que le rapport appelait un bâton de maréchal, et non un dispositif thermonucléaire intact. La clarification est devenue 41 ans après l'accident. Pendant la majeure partie de cette période, l'expression « aucune partie du quatrième secondaire n'a été identifiée » a servi de substitut à l'incertitude, alimentant les spéculations sur ce qui se trouvait sous la glace et sur le degré de nettoyage du site. Le registre n'était pas un mystère. Il s'agissait d'un bilan massique, un outil standard dans la comptabilité des matières nucléaires. Mais les bilans massiques ont des conséquences. Ils déterminent ce qui est expédié, ce qui est recherché et ce qui est expliqué. En juillet 1968, une simple ligne vide dans ce registre a transformé une opération de nettoyage en un point de tension diplomatique et a ouvert la voie à une recherche sous-marine qui allait tester les limites de la technologie, de la couverture et de l'ambiguïté politique. Artefact, plan de plongée pour la recherche sous-marine avec annotation des secteurs non fouillés. Une carte qui montrait non seulement ce qui avait été inspecté, mais aussi ce qui ne l'avait pas été. Le plan de plongée recouvrait la table de la tente des opérations. Des arcs concentriques rayonnaient à partir d'un point d'impact marqué, chaque arc représentant un balayage de recherche prévu. Les plongeurs devaient descendre à travers une brèche dans la glace de mer, suivre une ligne lestée jusqu'au fond marin à environ 200 mètres de profondeur, puis traverser le motif en arc à l'aide d'un sonar et d'une inspection visuelle. Le plan divisait le fond marin en secteurs, chacun se voyant attribuer une priorité en fonction des trajectoires des débris calculés à partir de la dynamique de l'accident. L'opération a débuté en avril 1968, dès que la température de l'eau et l'état de la glace l'ont permis. Les plongeurs de la marine américaine, aidés par des entrepreneurs civils spécialisés, établirent une station de plongée sur la glace, directement au-dessus de la zone d'impact estimée. Un abri chauffé protégeait l'équipement et le personnel. Des compresseurs d'air, des chambres de décompression et du matériel de communication étaient disposés tout autour. La glace était encore suffisamment épaisse pour supporter l'installation, mais la fonte saisonnière était en cours. La fenêtre opérationnelle était étroite, peut-être 4 mois avant que les tempêtes automnales et le régel ne rendant le travail impossible. La recherche était officiellement décrite comme une étude du fond sous le point d'impact, une formulation destinée à mettre l'accent sur l'évaluation environnementale plutôt que sur la récupération des armes. Les documents internes relatifs à la mission racontaient une autre histoire. Un câble classifié envoyé par le siège de l'AEC au commandant du site de Thulé, déclassifié par la suite avec des expurgations, précisait l'objectif: localiser le composant d'uranium du quatrième secondaire. Le câble utilisait l'expression « bougie d'allumage », abréviation utilisée par les concepteurs d'armes pour désigner la pièce cylindrique en uranium, et indiquait que la récupération était souhaitable mais pas nécessaire sur le plan opérationnel. La priorité était la confirmation, établir si le composant se trouvait sur le fond marin et, dans l'affirmative, documenter son état et son emplacement. L'environnement sous-marin imposait de sévères contraintes. La visibilité était mauvaise, la vase, les matières organiques et la faible luminosité limitaient le champ de vision à quelques mètres, même avec un éclairage artificiel. La température de l'eau avoisinait le point de congélation, ce qui réduisait l'endurance des plongeurs et la fiabilité de l'équipement. Le fond marin n'était pas plat. Il présentait des pentes irrégulières, avec des dépressions et des affleurements rocheux qui compliquaient le balayage systématique. Le sonar offrait une certaine couverture, mais il fallait une inspection visuelle minutieuse pour distinguer un cylindre métallique d'une roche naturelle ou d'autres débris. En juin, les plongeurs avaient terminé environ 60% de la grille de recherche prévue. Ils ont récupéré d'autres fragments d'armes, morceaux de boîtier, petits raccords métalliques, débris correspondant à des épaves d'avions, mais aucun composant secondaire intact. Le schéma de recherche donnait la priorité aux secteurs situés directement sous le point d'impact et immédiatement en contrebas, où la gravité aurait très probablement déposé les objets lourds. Les secteurs extérieurs, plus éloignés de l'épicentre, devaient être balayés plus tard si le temps le permettait. Le temps ne l'a pas permis. En juillet, la dynamique de la glace a changé. La glace de mer, déjà amincie,
a commencé à se fracturer et à dériver sous l'effet des forces des marées et du réchauffement estival. La station de plongée est devenue instable. Début août, des fissures sont apparues à quelques mètres de l'abri. L'équipement a été retiré. Le commandant des opérations a ordonné la suspension des opérations de plongée jusqu'au printemps suivant. La suspension est devenue permanente. Les conditions saisonnières, les contraintes budgétaires et l'évolution des priorités ont mis fin aux efforts sous-marins avant que la grille de recherche complète ne soit achevée. Le plan de plongée est resté une trace écrite, une carte avec des secteurs cochés et des secteurs vierges. L'analyse post-opérationnelle a révélé qu'environ 40% de la zone de recherche, initialement définie, n'avait pas été explorée. Les zones non explorées comprenaient les arcs extérieurs et les sections où la topographie des fonds marins rendait impossible une couverture systématique. Des examens ultérieurs, notamment un rapport de 2009 de l'Institut danois d'études internationales, ont souligné les lacunes dans la couverture. La recherche avait été partielle et non exhaustive. Cette distinction était importante pour l'interprétation des résultats. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. La conclusion officielle, consignée dans une note de clôture datée de septembre 1968, était formulée avec soin. Les opérations de recherche sous-marine n'ont pas permis de localiser l'élément en question dans la zone fouillée. Cette phrase reconnaissait à la fois l'effort fourni et ses limites. Elle n'affirmait pas que l'élément était absent des fonds marins, mais seulement qu'il n'avait pas été trouvé dans les secteurs qui avaient été fouillés. La distinction était technique et précise, mais l'interprétation publique a de nouveau occulté cette nuance. La presse a parlé d'une « bombe perdue » et d'un « échec de la récupération », des termes qui exagéraient à la fois la menace et l'échec. La recherche avait été limitée par la saison, l'équipement et l'environnement. Les plongeurs de la marine, travaillant dans une eau presque gelée et avec une visibilité réduite, avaient fouillé plus de la moitié de la zone cible dans des conditions difficiles. Ils avaient documenté ce qu'ils avaient trouvé et cartographié ce qu'ils ne pouvaient pas atteindre. L'opération a été menée de manière professionnelle et approfondie dans les limites opérationnelles, mais ces limites ont laissé des questions sans réponse. Des câbles déclassifiés de l'époque révèlent les tensions internes. Un message du commandant du site au quartier général du SAC indiquait que la couverture complète n'est pas possible en raison du mouvement des glaces et du calendrier. Un autre, provenant d'observateurs de l'AEC, recommandait de considérer la recherche comme terminée à des fins opérationnelles, tout en reconnaissant qu'il subsiste des lacunes. La formulation reflétait un certain pragmatisme. Poursuivre les efforts aurait eu un rendement décroissant, et le nettoyage principal, à savoir l'élimination de la contamination de surface, avait été couronné de succès. La composante sous-marine, si elle était présente, ne présentait aucun danger radiologique immédiat. La corrosion de l'uranium dans l'eau de mer froide est lente, et tout rejet serait dilué dans un grand volume marin. Le plan de plongée, avec ses arcs vérifiés et non vérifiés, est devenu le vestige durable de l'effort sous-marin. Il documentait les limites de ce que la technologie et le temps pouvaient accomplir en 1968 dans les conditions arctiques. Le plan faisait preuve d'honnêteté dans ses annotations, recherchées, non recherchées, couverture incomplète. Ces annotations, plus que tout résumé, reflétaient la réalité. L'opération était terminée, mais les recherches n'étaient pas finies. Artefacts, enveloppe de prélèvement nasal, numérotée et datée, estampillée Alpha Detected, Alpha détecté, l'une des 335 qui documentèrent le risque de contamination interne. Les enveloppes étaient les petites, en papier kraft, chacune contenant un seul coton-tige et une identification manuscrite, numéro du travailleur, date, heure et emplacement dans la zone contrôlée. 9837 prélèvements ont été effectués entre janvier et septembre 1968 sur le personnel entrant et sortant du périmètre du site du crash. Chaque prélèvement a été analysé pour déterminer son activité alpha à l'aide d'un compteur à scintillation. 335 enveloppes se sont révélées positives, avec des taux d'alpha détectables supérieurs au niveau de fond. Les écouvillons positifs indiquaient une contamination nasale, c'est-à-dire la présence de particules de plutonium ou d'américium dans les voies nasales, soit par inhalation, soit par transfert des mains vers le visage.
Un écouvillon positif ne signifiait pas automatiquement une dose interne importante. Le nez est un filtre et les particules qui y sont piégées n'atteignent souvent pas les poumons. Mais cela signalait une exposition potentielle et déclenchait un test biologique de suivi, des échantillons d'urine pour une analyse de l'excrétion à plus long terme. 756 travailleurs ont fourni des échantillons d'urine. Les résultats ont varié. La plupart n'ont montré aucune activité détectable. Certains ont montré une excrétion de faible niveau, compatible avec une absorption mineure. Un petit nombre a montré des niveaux élevés, nécessitant un suivi médical et une documentation. La réponse immédiate en matière de radioprotection a mis l'accent sur le contrôle et la documentation. Les travailleurs dont les prélèvements étaient positifs ont été réexaminés, douchés et contrôlés pour détecter toute contamination résiduelle. Les protocoles relatifs aux équipements de protection ont été revus et renforcés. Masques respiratoires mieux ajustés, double gantage, changement de vêtements plus fréquents. Le programme de prélèvement nasaux s'est poursuivi tout au long de l'opération, fournissant un indicateur approximatif en temps réel de l'efficacité du contrôle de la contamination. La question de la santé à long terme était plus complexe. Le plutonium-239 est un émetteur alpha dont la demi-vie est de 24 000 ans. Une fois déposé dans les tissus, il reste biologiquement actif pendant des décennies. Les isotopes d'uranium ont une activité spécifique plus faible, mais une rétention à long terme similaire. La dose provenant de la contamination interne s'accumule lentement au fil des ans, ce qui rend les effets aigus peu probables, mais soulève des questions sur le risque de cancer au cours de la vie. Au début des années 1990, des chercheurs danois ont entrepris une étude de cohorte. Ils ont croisé les listes de nettoyage de Thulé avec les registres nationaux de santé du Danemark, des bases de données exhaustives qui recensent les admissions à l'hôpital, les diagnostics de cancer et la mortalité de tous les résidents danois. La cohorte comprenait environ 422 travailleurs, des Danois, des Groenlandais et des Américains qui avaient travaillé sur le site et pouvaient être identifiés dans les registres. L'étude a comparé les taux d'incidence et de mortalité par cancer observés aux taux attendus pour des populations similaires. Les résultats, publiés dans des revues à comité de lecture, étaient prudents. La cohorte présentait une mortalité élevée due à certaines causes, notamment certains cancers. Les résultats étaient statistiquement significatifs, mais difficiles à interpréter. Les facteurs de confusion étaient nombreux. Les travailleurs ne constituaient pas un échantillon aléatoire de la population. Il s'agissait principalement d'hommes, plus jeunes que la moyenne et employés à des travaux physiquement exigeants dans l'Arctique, une population présentant des différences de santé de base. L'effet du travailleur en mauvaise santé, un phénomène bien documenté en épidémiologie professionnelle, complique ces études. Les travailleurs prêts à accepter des emplois difficiles et temporaires dans des environnements extrêmes ont souvent des profils de santé de base différents de ceux de la population générale. Les taux de tabagisme, la consommation d'alcool et les conditions préexistantes n'ont pas été entièrement pris en compte dans les données du registre. De plus, l'étude ne comportait pas de reconstitution des doses individuelles. Les prélèvements nasaux et les analyses d'urine ont fourni des preuves qualitatives de l'exposition, mais n'ont pas permis d'estimer avec précision les doses en millisievert ou en REM pour chaque travailleur. Sans dose individuelle, les épidémiologistes n'ont pas pu effectuer d'analyse dose-réponse, la référence en matière d'établissement de la causalité dans les études sur la santé et les rayonnements. La cohorte pouvait être comparée aux moyennes de la population, mais le lien entre la participation au nettoyage et les résultats spécifiques en matière de santé restait associatif et non causal. Des études de suivi ultérieures, qui se sont prolongées jusqu'aux années 2000, ont continué à suivre la cohorte. Certaines analyses ont fait état de signaux persistants pour certains types de cancers, d'autres n'ont trouvé aucun excès statistiquement significatif. Les méta-analyses ont souligné les difficultés. Petite taille de la cohorte, limitant la puissance. Statistique, données d'exposition incomplètes, longue période de latence pour les cancers induits par les rayonnements et difficulté de séparer l'exposition professionnelle des facteurs liés au mode de vie
et à l'environnement. Les enveloppes contenant les prélèvements nasaux conservés dans les archives constituaient la preuve la plus directe de l'absorption. 335 résultats positifs sur 9837 tests, soit un taux de positivité d'environ 3,4%, indiquaient que le contrôle de la contamination, bien que généralement efficace, n'était pas parfait. Les travailleurs avaient été exposés. La question était de savoir quelle était l'ampleur et les conséquences. Les déclarations officielles de l'époque soulignaient qu'aucune contamination grave n'avait été constatée, une formulation qui reflétait l'absence de maladies aiguës dues aux radiations ou de doses immédiatement mortelles. C'était vrai, mais l'absence d'effets aigus n'excluait pas un risque à long terme. Les études de cohorte suggérèrent la prudence sans prouver la nocivité. Les données indiquaient des signaux de risque élevés, mais les preuves ne permettaient pas d'établir une attribution définitive. L'enveloppe portant la mention « alpha detected » alpha détecté, est devenue le symbole de cette ambiguïté. Elle documentait l'exposition, elle déclenchait des protocoles, elle contribuait à constituer un ensemble de données qui, des décennies plus tard, alimenterait la recherche en santé publique. Mais elle ne pouvait à elle seule répondre à la question qui importait le plus aux travailleurs. Quelle a été ma dose et qu'est-ce que cela signifie pour ma santé? La réponse nécessitait des données que l'opération axée sur la logistique et le débit n'avait pas entièrement saisies. Le nettoyage avait réussi à éliminer la contamination de la glace. La tâche de reconstituer l'exposition individuelle restait incomplète. Artefact. Fiche d'information de l'AEC, Material Balance Summary, Tulle Incident. Résumé du bilan matière, incident de Tulé. 3 pourcentages qui ont réduit l'incertitude et amplifié la controverse. La fiche d'information était une page dactylographiée, datée de juillet 1968. Elle résumait les résultats de 6 mois de tri, d'analyse et de comptabilité à Pantex et Savannah River. Les chiffres étaient précis. 85% de la masse d'uranium récupérée, 94% du poids des 3 secondaires comptabilisés, aucune partie du 4e secondaire identifiée. Sous ces chiffres, une note expliquait la méthodologie, analyse métallurgique, empreinte isotopique, recoupement avec les registres de production. Les pourcentages représentaient une certitude médico-légale dans les limites de la fragmentation post-impact. Le briefing était destiné à un usage interne, direction de l'AEC, agent de liaison du DOD, personnel de la Maison-Blanche. Il fournissait la base factuelle des déclarations publiques et des communications diplomatiques. La conclusion principale était rassurante dans un sens. La majorité des matières premières des armes avaient été récupérées et remises en lieu sûr. Il ne restait plus aucune arme intacte en circulation. La contamination dispersée sur la glace avait été traitée par Crested Ice. Le risque pour l'environnement et le public était minime. Mais les chiffres ont également exacerbé la controverse. Une récupération de 85% signifiait que 15% restaient introuvables, soit plusieurs kilogrammes d'uranium, dispersés sous forme de fragments, de particules ou peut-être d'un morceau plus gros au fond de la mer. Le chiffre de 94% pour les 3 composants secondaires impliquait une récupération presque complète de ces assemblages, ce qui faisait ressortir de manière flagrante le chiffre de 0% pour le 4e composant secondaire. Ce contraste suggérait un objet discret plutôt que des fragments dispersés, une interprétation qui alimentait le récit d'un composant manquant. Le briefing ne spéculait pas sur l'emplacement. Il indiquait que les recherches sur les fonds marins se poursuivaient, les opérations de plongée étaient toujours en cours en juillet, et que la couverture était incomplète. Il reconnaissait la possibilité que les pièces du 4e secondaire aient été consumées par le feu, enfouies sous la glace au-delà de la grille de prospection ou dispersées sous forme de fragments non identifiables. Le document évitait de tirer des conclusions définitives en l'absence de preuves. Les chiffres ont été communiqués au secrétaire d'État Dean Rusk et au secrétaire à la Défense Robert McNamara. Tous deux comprenaient la dimension politique. Le Danemark avait exigé transparence et garantie. Les pourcentages offraient cette transparence, une réponse quantitative à la question « Qu'est-il advenu des armes ?» Mais ils fournissaient également des arguments aux détracteurs. 15% d'uranium manquant, un secondaire introuvable, ces chiffres allaient dominer les débats parlementaires et la couverture médiatique
éclipsant les 85 et 94% qui avaient été récupérés. À Copenhague, le Folketing a reçu une version résumée du briefing par voie diplomatique. Le gouvernement danois a publié une déclaration publique reconnaissant les progrès réalisés en matière de nettoyage et soulignant que la majorité des matières premières avaient été récupérées. La déclaration ne citait pas de pourcentage spécifique, un choix délibéré pour éviter d'attirer l'attention sur l'écart, mais la presse a obtenu les chiffres par des fuites ou des canaux non officiels. Les titres ont mis l'accent sur la fraction manquante, 15% d'uranium non retrouvé. Le 4e composant de la bombe toujours manquant. L'expression « aucune partie du 4e composant » secondaire n'a été identifiée est devenue un élément récurrent des reportages. Elle a été citée dans les journaux, reprise dans les questions parlementaires et mentionnée dans des analyses historiques ultérieures. La formulation était exacte, aucune partie identifiée, mais son interprétation était élastique. Pour certains, cela signifiait qu'un gros morceau intact avait été perdu au fond de la mer. Pour d'autres, cela signifiait que les fragments étaient trop petits ou trop corrodés pour correspondre aux signatures médico-légales. La fiche d'information n'a pas résolu l'ambiguïté, elle l'a documentée. Les pourcentages sont également devenus un point de comparaison. Lors des incidents Broken Arrow précédents, les taux de récupération avaient varié, mais les comptes rendus étaient généralement moins précis. Les enregistrements n'étaient pas numériques et les méthodes médico-légales moins rigoureuses. Les chiffres de Thulé représentaient un niveau élevé de responsabilité. Le fait qu'ils n'atteignaient pas les 100% reflétait l'honnêteté, et non un échec. Mais l'honnêteté dans les comptes rendus techniques ne se traduit pas toujours par une assurance politique. La fiche d'information, une seule page de données, résumait le succès de l'opération et ses limites. Elle quantifiait ce qui avait été trouvé et ce qui ne l'avait pas été. Elle fournissait les preuves nécessaires pour clore le dossier. Le nettoyage était terminé, le risque atténué. Mais elle garantissait également que les chiffres de juillet 1968 définirent la mémoire publique de l'incident pendant des décennies. Il s'est avéré qu'un petit pourcentage manquant pouvait soulever une question politique très importante. Artefacts, liste de contrôle des équipements de protection individuelle, EPI, pourtant froid, annoté de notes prises sur le terrain, document montrant l'écart entre les hypothèses de conception et la réalité opérationnelle. La liste de contrôle était standard, respirateur, combinaison extérieure, couche intérieure, gants, couvre-bottes, dosimètre, sonde alpha. Des annotations manuscrites encombraient les marges, masque sans but à F2XR, gants peu maniables, double couche, piles défaillantes, emporter des piles de rechange, eau de décontamination, gel dans le tuyau. Les annotations racontaient de l'histoire de procédures adaptées dans des conditions stressantes. La doctrine d'intervention radiologique du Strategic Air Command avait été élaborée pour des environnements contrôlés, hangars, bunkers de stockage, usines de traitement. Les protocoles supposaient des espaces chauffés, une alimentation électrique fiable et des équipements stables. Thulé a mis ces hypothèses à l'épreuve. Température ressentie de 30 degrés C. Obscurité totale pendant 24 heures en janvier. Équipement exposé à la neige et à la glace. Les procédures devaient s'adapter ou échouer. Les respirateurs étaient essentiels. Les particules de plutonium et d'américium, si elles étaient inhalées, représentaient le principal danger interne. Mais les masques respiratoires s'embuaient lorsque l'air chaud expiré rencontrait les pièces faciales froides. La visibilité diminuait. Les travailleurs ont appris à respirer superficiellement, à interrompre leur travail pour nettoyer leurs masques et à alterner les quarts de travail plus fréquemment afin de limiter le stress respiratoire induit par le froid. Certains masques se sont fissurés dans le froid extrême. Les joints élastomères se sont rigidifiés et ont laissé passer l'air. Des masques de remplacement ont été acheminés par avion et les tests d'ajustement ont été répétés. Les gants représentaient un compromis. Les gants fins permettaient une bonne dextérité pour manipuler les instruments, pelleter et manipuler les tuyaux, mais offraient une protection thermique minimale. Les gants épais et isolants gardèrent les mains au chaud, mais rendèrent les tâches motrices fines presque impossibles. Les travailleurs ont adopté une approche par couche, des gants intérieurs fins pour contrôler la contamination, des mitaines extérieures épaisses pour se réchauffer, et des mitaines retirées brièvement pour les tâches nécessitant de la précision. Il en résultait un débit plus lent
et un risque accru de transfert de contamination si les gants intérieurs se déchiraient. Les instruments dérivaient dans le froid. Les sondes alpha reposaient sur des cristaux scintillants et des tubes photomultiplicateurs, tous deux sensibles à la température. Les taux de comptage variaient à mesure que les composants électroniques refroidissaient. Des contrôles d'étalonnage étaient effectués toutes les quelques heures à l'aide de sources standards, mais les conditions sur le terrain introduisaient une variabilité. Les détecteurs Fiedler fonctionnaient mieux. Les composants à semi-conducteurs étaient plus robustes. Mais la durée de vie des batteries diminuait considérablement. Les techniciens transportaient des batteries dans leurs parkas et les remplaçaient dans les instruments selon les besoins. Les chaînes de décontamination étaient confrontées à leurs propres défis. La procédure standard consistait à laver à l'eau et au détergent, mais l'eau gelait dans les tuyaux et les bus de pulvérisation. Des tentes de décontamination chauffées ont été installées, mais le passage du site froid à la tente chaude créait de la condensation qui gelait ensuite sur l'équipement et les vêtements. Le processus de décontamination est devenu une opération par à-coups. Frotter, rincer à l'eau chaude, essuyer, sécher à l'air libre dans le froid pour éviter le régel. Le débit était lent. Les travailleurs passaient autant de temps en décontamination que dans la zone chaude. Le programme de prélèvement nasaux, conçu comme un outil de dépistage rapide, fonctionnait bien en principe, mais nécessitait une exécution minutieuse. Les prélèvements devaient être effectués immédiatement après la sortie d'un travailleur de la zone contrôlée, avant que la contamination ne puisse être transférée ou perdue par le biais de la clairance nasale normale. La station de prélèvement était une petite tente chauffée située à la périphérie. Les travailleurs faisaient la queue, retiraient leur respirateur et se soumettaient à la procédure. Un rapide frottis de chaque narine, prélèvement scellé dans une enveloppe étiquetée et enregistrée. Le processus ajoutait quelques minutes à chaque sortie, mais il était non négociable. Les données des prélèvements ont guidé les décisions concernant la réadmission, les ajustements des EPI et le suivi médical. Les dosimètres, badges à film et chambres d'ionisation de poche fournissaient des enregistrements de doses cumulées, mais ils mesuraient l'exposition externe, rayonnement gamma et bêta, plutôt que la contamination interne provenant des émetteurs alpha. Les badges étaient utiles pour suivre le temps passé sur le terrain et vérifier que les travailleurs ne s'approchaient pas des limites de dose réglementaires, mais ils ne pouvaient pas évaluer le plutonium inhalé. Cela nécessitait un test biologique, des échantillons d'urine analysés pour détecter l'activité alpha plusieurs jours ou semaines après l'exposition. Le délai entre l'exposition et l'évaluation constituait une lacune procédurale. Les décisions devaient être prises sur la base de données en temps réel limité. Malgré ces contraintes, l'opération a été couronnée de succès. Crested Ice a retiré plus de 550 000 gallons de matériaux contaminés en 9 mois. Des milliers de carrés de la grille ont été inspectés, nettoyés et vérifiés. Aucun travailleur n'a développé de maladie aiguë due aux radiations. Des prélèvements nasaux et des échantillons d'urine ont été collectés et archivés. Mais les registres de procédure, annotés de solutions de contournement pour le travail par temps froid, ont révélé une vérité. Le nettoyage a excellé en termes de logistique, tonnage, débit, calendrier, tandis que la précision dosimétrique est restée limitée. L'environnement a limité ce qui pouvait être mesuré, et l'incertitude des mesures a compliqué les évaluations sanitaires des décennies plus tard. La liste de contrôle, avec ses notes de terrain dans les marges, a documenté une réponse qui a bien fonctionné, mais pas parfaitement. Artefact, télégramme déclassifié du département d'État, section supprimée, marquée « Suppression ». Un document montrant ce qui a été dit et ce qui a été caché au nom de la gestion de l'Alliance. Le télégramme était daté de février 1968, classé confidentiel. Sa distribution était limitée au département d'État ER, Bureau des Affaires européennes et canadiennes, au DED et à l'AEC. L'objet était intitulé « Réaction danoise à l'incident de Thulé, points à aborder ». Le corps du texte donnait des directives aux responsables américains pour répondre aux questions danoises, mettre l'accent sur la coopération, insister sur le nettoyage environnemental, éviter les détails sur la configuration des armes, qualifier les travaux sous-marins de survey, étude, plutôt que de search, recherche. Au milieu du deuxième paragraphe, un bloc de texte était marqué « Suppression », information supprimée avant la déclassification.
L'existence du télégramme et les suppressions qu'il contenait reflétèrent la tension au cœur de la réponse à l'incident de Thulé. Les États-Unis et le Danemark étaient des alliés, liés par les engagements de l'OTAN et l'importance stratégique de la base aérienne de Thulé. La transparence servait la cohésion de l'Alliance, mais la transparence sur les armes nucléaires, leur conception, leur vulnérabilité, leur état précis après un accident, se heurtait au protocole de classification et à la sécurité opérationnelle. Il en résulta une divulgation calibrée, suffisamment d'informations pour satisfaire aux obligations diplomatiques, mais pas au point de compromettre les secrets. Le gouvernement danois était confronté à ses propres pressions. Le Folketing, répondant aux préoccupations du public et à l'opposition politique, exigeait des réponses. Qu'est-ce qui s'était exactement écrasé? Qu'est-ce qui manquait exactement? Le gouvernement devait trouver un équilibre entre ces demandes et la nécessité pratique de maintenir les relations avec les États-Unis en matière de défense. La solution a consisté en une série de briefings, de déclarations parlementaires et de communiqués conjoints qui ont fourni des faits sans compromettre la sécurité ou la stabilité politique. La formulation était importante. Interrogés sur les opérations sous-marines, les responsables américains les ont décrites comme une étude du fond sous le point d'impact, un terme qui suggérait une surveillance environnementale. Les documents classifiés relatifs à la mission utilisaient un langage différent. Localiser la bougie d'allumage, récupérer le composant secondaire. L'euphémisme « étude » a permis au Danemark de présenter l'opération au Parlement comme un contrôle environnemental préventif plutôt que comme une opération de récupération d'armes. Cette distinction a préservé la marge de manœuvre politique des deux gouvernements. L'expression « Thulegate » est apparue dans la presse danoise dans les années 1970 en référence au scandale du Watergate et à l'implication de vérités cachées. Les journalistes et les politiciens de l'opposition ont fait pression pour obtenir des informations plus complètes. Quelle était l'étendue de la contamination? Quels composants manquaient encore? La recherche avait-elle été exhaustive? Le gouvernement a publié des résumés, mais a refusé de divulguer les détails, invoquant les accords de sécurité conclus avec les États-Unis. Il en a résulté une lente montée de la suspicion et des réponses incomplètes. La déclassification s'est faite par vagues. À la fin des années 1990, le département d'État américain a publié des tranches de documents des relations étrangères des États-Unis, faits russes, couvrant les années 1960, y compris de nombreux documents sur Thulé. Les câbles diplomatiques ont révélé la chorégraphie diplomatique, la panique initiale, la négociation des conditions de nettoyage, la rédaction des déclarations publiques. Mais des lacunes subsistaient. Les documents techniques clés restaient classifiés. Les détails exacts de la conception de l'arme B-28, les résultats médico-légaux de Pantex et la cible précise de la recherche sur les fonds marins n'étaient pas inclus. En 2009, l'Institut danois d'études internationales, DIS, a publié un rapport complet. Il n'y a pas de bombe. Il ne cherchait pas de bombe. Le rapport synthétisait les archives américaines et danoises déclassifiées, les entretiens avec les participants et clarifiait la controverse centrale. La recherche sous-marine, concluait le rapport, avait porté sur un composant spécifique contenant de l'uranium d'un assemblage secondaire que les concepteurs d'armes appelaient familièrement « bâton de maréchal » en raison de sa forme cylindrique. Ce composant n'était pas une arme nucléaire intacte, incapable de détonner seule, et n'était pas une bombe perdue au sens populaire du terme. La recherche était incomplète, note le rapport, mais la cible était un morceau de matériel classifié et non une menace stratégique. Les conclusions du DIS correspondaient à la réalité technique. Un secondaire d'armes thermonucléaires est un étage de fusion, alimenté par du deutérure de lithium et incorporant de l'uranium pour amplifier la fission. Le composant d'uranium, enrichi à des fins militaires, est soumis au protocole de sécurité nucléaire, mais ne constitue pas une arme utilisable. Cette distinction est essentielle pour les spécialistes, mais moins pour le débat public. L'expression « bombe perdue » a toujours été un raccourci médiatique et non une description technique, mais elle a façonné la perception et le débat politique pendant 4 décennies. Le rapport n'a pas complètement résolu la controverse. Des questions subsistaient. Pourquoi les recherches avaient-elles été interrompues? Le composant pouvait-il encore être retrouvé grâce aux technologies modernes?
Quel risque radiologique à long terme représentait-il pour les fonds marins? Les auteurs du DIIS ont noté que l'uranium, s'il était présent, se corroderait lentement dans l'eau de mer, ne présentant qu'un risque environnemental minime. L'uranium est moins radiotoxique que le plutonium, et l'eau froide de l'Arctique ralentit la corrosion. Tout rejet serait dilué dans un grand volume marin. Les conséquences radiologiques étaient négligeables par rapport aux conséquences politiques. Les câbles déclassifiés et le rapport du DIIS ont ensemble permis de clore le dossier, ce que les chiffres de juillet 1968 n'avaient pas fait. Ils ont confirmé ce qui avait été recherché, pourquoi cela n'avait pas été trouvé et pourquoi les recherches avaient pris fin. Ils ont précisé que aucune partie du quatrième secondaire identifié ne faisait référence à un composant et non à une arme. Ils ont documenté les compromis diplomatiques qui avaient façonné le discours public, et ils ont montré, avec des passages supprimés et des formulations euphémiques, les limites de ce qui pouvait être dit, même des décennies plus tard. Le câble, avec ses marques, suppression, est devenu le symbole du fossé entre transparence et sécurité. Il a montré que la réponse de Thulé avait été honnête dans les limites des contraintes, mais que ces contraintes étaient réelles. On pouvait faire confiance aux alliés pour les faits, mais pas pour les secrets. Le public pouvait être informé, mais pas complètement. Le nettoyage pouvait être documenté, mais pas la conception complète de l'arme. Le résultat fut un document historique qui répondait à de nombreuses questions, tout en laissant d'autres marquées. Suppression. Les crochets, tout autant que le texte, racontaient l'histoire. Ce qui s'était passé à Thulé était connu, mais ce que Thulé révélait sur les opérations nucléaires restait en partie classifié. Artefact, manifeste de chargement final, septembre 1968, estampillé Crested Ice Complete, glace crétée terminée. Clôture administrative du plus grand nettoyage nucléaire de l'Arctique à cette date. Le dernier réservoir a été hissé par une grue sur le pont d'un cargo sous contrat au début du mois de septembre 1968. Le manifeste énumérait la cargaison. Réservoir cylindrique en acier, matière contaminée. Origine Thule, AB Groenland. Destination Savannah River Seat, Caroline du Sud. Le navire quitta le port de Thulé le 14 septembre. Un radiogramme envoyé au siège de l'AEC confirmait « Expédition finale en cours, démobilisation du site en cours ». Les chiffres racontaient l'histoire de l'opération. Plus de 550 000 gallons de liquide et de boue contaminés avaient été retirés. Glace, neige, eau de fonte, particules en suspension contenant du plutonium, de l'uranium, de l'américium et du tritium. Les matières ont rempli environ 110 grands réservoirs en acier, expédiés pendant 7 mois à bord de plusieurs navires. Les débris solides, fragments d'armes, épaves d'avions, équipements contaminés, ont été emballés séparément et envoyés à Pantex. La masse totale des matières retirées du site dépassait plusieurs milliers de tonnes métriques. Les études environnementales menées lors de la démobilisation finale ont montré une contamination résiduelle de surface à de faibles niveaux, conforme aux limites de détection de l'étude et aux 7% restant estimés en dehors de la zone de nettoyage principale. Les mesures étaient supérieures au niveau naturel, mais inférieures au niveau d'intervention pour une utilisation sans restriction. Un suivi a été recommandé. Le site n'a pas été déclaré propre au sens absolu du terme, mais nettoyé dans la mesure du possible compte tenu des contraintes opérationnelles. L'objectif initial, fixé en février, qui consistait à retirer 50% de la glace contaminée, a été dépassé. Le résultat obtenu s'est approché de 93 à 95% de la contamination détectable en surface, chiffre tiré des enquêtes de vérification par quadrillage menées en août et septembre. Les 5 à 7% restants représentèrent des particules éparpillées, des matériaux situés dans des zones inaccessibles, crêtes de pression, chenaux recongelés et une contamination inférieure au seuil de détection des instruments. Le coût, qui n'a jamais été détaillé publiquement, a été reconstitué dans des analyses ultérieures. Les estimations variaient entre 30 et 50 millions de dollars de 1968, soit l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars de 2025. Les dépenses reflétaient la logistique arctique, transport aérien, transport maritime
équipement pour temps froid, rotation prolongée du personnel, traitement spécialisé des déchets sur les sites de réception. L'opération était sans précédent. Chaque procédure a été élaborée sur place ou adaptée à partir d'analogies imparfaites. Le calendrier était de 9 mois, de janvier à septembre, avec un pic d'activité de mars à juillet. Les travaux se sont déroulés pendant l'obscurité hivernale de l'Arctique, le dégel printanier et les tempêtes du début de l'automne. Le camp Hunziker, à sa capacité maximale, a accueilli plus de 300 travailleurs. Le personnel total impliqué, y compris les rotations, le personnel de soutien et les conseillers techniques, a probablement dépassé les 1500 personnes au cours de l'opération. L'opération a laissé 2 héritages. Premièrement, Crested Ice a démontré qu'une intervention radiologique à grande échelle dans l'Arctique était possible, à condition de disposer de ressources et de temps suffisants. Les enseignements tirés, procédure par temps froid, contrôle de la contamination dans des environnements extrêmes, logistique pour l'exportation de déchets en vrac, ont été documentés et archivés afin d'éclairer les futurs plans d'intervention en cas de déversement et de démantèlement. Deuxièmement, l'opération a créé un précédent. Ce sont les contraintes politiques, et non seulement techniques, qui déterminent l'ampleur du nettoyage. L'insistance du Danemark à exporter les déchets, plutôt que de les enfouir, a transformé l'intervention, qui est passée d'un problème d'ingénierie locale à un exercice logistique transatlantique. En octobre 1968, le camp Hunziker a été démantelé. Les tentes, les générateurs et le matériel d'étude ont été évacués par avion. Le parc de stockage était vide. Le champ de débris, raclé et nivelé, est redevenu une étendue de glace de mer balayée par le vent. L'hiver est revenu, la neige a recouvert le site. Des études environnementales ultérieures, menées par les autorités danoises et groenlandaises en 2003, 2007 et 2011, ont révélé une faible contamination résiduelle dans les sédiments et le biote, compatible avec la longue demi-vie du plutonium et de l'américium et les limites connues du nettoyage. Le manifeste final, tamponné et classé, a clos le chapitre opérationnel. Mais le chapitre des archives est resté ouvert. Le nettoyage était terminé. La comptabilité était terminée. Les questions, sur les doses, sur les fonds marins, sur le devenir environnemental à long terme, allèrent persister. Le registre des tonnages était clos, mais pas la question sous la glace. Artefact, rapport DIS 2009, page de titre indiquant « Il n'y a pas de bombe, il ne cherchait pas de bombe ». Une conclusion archivistique avec 41 ans de retard. Le rapport a été publié en avril 2009 par l'Institut danois d'études internationales. Il comptait plus de 200 pages et synthétisait des documents déclassifiés des gouvernements américains et danois, des analyses techniques et des entretiens avec les participants survivants. La conclusion principale était clairement énoncée sur la couverture. La recherche sous-marine avait porté sur un composant spécifique à base d'uranium provenant d'une arme secondaire et non sur un dispositif nucléaire intact. La clarification était technique, précise et attendue depuis des décennies. Les conséquences politiques du crash de Thulé se sont rapidement fait sentir. Quelques semaines après l'accident, le Strategic Air Command a mis fin aux opérations d'alerte aérienne continue au-dessus du Groenland. La dernière patrouille Chrome Dome transportant des armes nucléaires au-dessus du territoire danois a volé fin février 1968. La justification opérationnelle, maintenir une présence nucléaire visible près du radar BMEWS, a été jugée trop coûteuse sur le plan politique après le crash. L'alerte aérienne s'est poursuivie ailleurs, au-dessus des eaux internationales et dans des régions moins sensibles sur le plan politique, mais le Groenland en a été exclu. De son côté, le Danemark a officialisé sa position non nucléaire. Des résolutions parlementaires adoptées en 1968 et les années suivantes exigeaient des garanties écrites de la part des États-Unis. Pas d'armes nucléaires, stockées au Groenland, pas de survol sans notification explicite. La formulation exacte des engagements américains restait diplomatiquement ambiguë. Accords classifiés, assurances orales, déclarations publiques soigneusement formulées, mais l'effet pratique était clair. La base aérienne de Thulé est restée opérationnelle en tant que site radar et centre logistique, mais son rôle de zone de transit nucléaire a pris fin. Les conséquences sur la santé étaient plus complexes.
Les études de cohorte des travailleurs, lancées au début des années 1990, ont donné des résultats mitigés. Certaines analyses ont montré une incidence et une mortalité élevée du cancer chez les participants au nettoyage. D'autres n'ont trouvé aucun excès statistiquement significatif lorsque les facteurs de confusion ont été pris en compte. Le défi résidait dans la qualité des données. Les prélèvements nasaux et les analyses d'urine ont permis de documenter l'exposition, mais n'ont pas permis de reconstituer les doses individuelles en millisievert. Sans dose précise, les épidémiologistes n'ont pas pu établir de relation dose-réponse, la norme pour attribuer les effets sur la santé à l'exposition au rayonnement. Une étude de suivi réalisée en 2004, prolongeant la période d'observation de la cohorte, a fait état d'une augmentation persistante de la mortalité dans certains sous-groupes, mais a noté que les facteurs liés au mode de vie, tabagisme, alcoolisme, risques professionnels non liés au rayonnement, n'étaient pas entièrement pris en compte dans les données. Le effet du travailleur en mauvaise santé restait une variable confondante. Des méta-analyses ultérieures, passant en revue plusieurs études sur des cohortes de travailleurs du nucléaire dans le monde entier, ont replacé les résultats de Tulé dans leur contexte. Les signaux étaient compatibles avec une exposition professionnelle de faible niveau, mais ne constituaient pas une preuve définitive de causalité. Pour les travailleurs eux-mêmes, cette ambiguïté était frustrante. Beaucoup avaient fourni des échantillons pour des tests biologiques et avaient été soumis à une surveillance médicale pendant des décennies. Certains ont développé des cancers, d'autres non. La question « Ma participation à Crested Ice a-t-elle contribué à ma maladie ?» ne pouvait trouver de réponse certaine pour aucun individu. Les demandes d'indemnisation, déposées au Danemark et aux États-Unis, ont donné des résultats incohérents. Certains travailleurs ont obtenu des indemnisations, d'autres se sont vus refuser toute indemnisation en raison de l'absence de seuil de dose documenté. L'absence de données précises sur l'exposition, conséquence de l'environnement opérationnel et des instruments limités déployés, a laissé la question de l'héritage sanitaire en suspens. La question environnementale était plus facile à traiter. Les Bolier-Scene Team, agences environnementales danoises et groenlandaises, ont mené des enquêtes périodiques sur la baie de North Star et la région de Tulé en 2003, 2007, 2011 et les années suivantes. Des carottes de sédiments, des échantillons d'eau et des biotes, phoques, poissons, mollusques, ont été analysés pour détecter la présence de plutonium, d'américium et d'uranium. Une contamination de faible niveau a été détectée, conforme aux limites de nettoyage connues. Les concentrations d'activité étaient de plusieurs ordres de grandeur inférieurs au niveau qui présenterait des risques pour la santé en cas de consommation. La contamination résiduelle, bien que mesurable, ne constituait pas un danger pour la santé publique. La question des fonds marins restait ouverte. Aucune autre recherche n'a été menée après 1968. Les technologies modernes, véhicules télécommandés, sonars à ouverture synthétique, GPS de précision, auraient théoriquement pu compléter le travail que les plongeurs n'avaient pas pu accomplir. Mais aucun gouvernement ne s'y est intéressé. Le consensus, reflété dans le rapport du DIS et les examens techniques ultérieurs, était que les composants non comptabilisés, s'ils étaient présents sur les fonds marins, ne présentaient qu'un risque radiologique négligeable. La corrosion de l'uranium dans l'eau de mer froide progresse à raison d'environ 1 micromètre par an. Un composant cylindrique mettrait des millénaires à se dissoudre complètement, et tout uranium libéré se disperserait dans un vaste volume marin. Les arguments environnementaux en faveur d'une nouvelle recherche étaient faibles. Les arguments politiques, satisfaire la curiosité du public, clore les archives, étaient plus solides, mais insuffisants pour justifier les dépenses. Les archives, enrichies par des déclassifications successives, constituaient l'héritage le plus clair. Les volumes FRUS, le rapport DIS, les briefings des Archives nationales de sécurité et les études épidémiologiques publiées documentaient ensemble ce qui s'était passé, ce qui était connu et ce qui restait incertain. La phrase « Aucune partie du 4e secondaire n'a été identifiée », écrite en juillet 1968, restait exacte en 2025. Le composant n'avait pas été retrouvé. Les recherches n'avaient pas été exhaustives. L'incertitude persistait, mais les archives ont également fixé ce qui pouvait être connu.
Le nettoyage a éliminé la majeure partie de la contamination de surface. Le changement de politique a mis fin à l'alerte aérienne au-dessus du Groenland. La cohorte de travailleurs a été surveillée, même si les doses individuelles n'ont pas pu être reconstituées. Les recherches sous-marines, incomplètes, ont été documentées. La publication des archives a clarifié que la cible était un composant et non une bombe. L'héritage n'était pas la clôture, mais la précision quant aux limites de la clôture. La page de titre du rapport du DIS, avec sa déclaration en majuscules sans détour, résumait le verdict final des archives. Il n'y avait pas de bombe perdue. Il n'y avait jamais eu de bombe perdue. Il y avait un composant manquant, une lacune dans un registre d'inventaire et 41 ans de langage public imprécis. Le rapport ne pouvait pas récupérer ce que les plongeurs n'avaient pas trouvé, mais il pouvait corriger le dossier. Et au final, les archives étaient tout ce qui restait. Des mesures, des manifestes, des câbles et une seule ligne non résolue dans une comptabilité de juillet 1968. L'accident avait été maîtrisé. La contamination avait été éliminée. La politique avait changé. Les travailleurs avaient été suivis. Les questions sur les doses, sur les fonds marins, sur la santé individuelle, persisteraient aussi longtemps que les isotopes eux-mêmes, se désintégrant lentement dans les sédiments et la mémoire. Le 21 janvier 1968, le B-52G numéro de série 580188, transportant 4 armes thermonucléaires B-28, s'écrasait sur la banquise de North Star Bay, à la base aérienne de Thule, au Groenland. Les explosifs puissants ont détonné lors de l'impact, dispersant du plutonium, de l'uranium, de l'américium et du tritium sur une zone de débris d'environ 1 mile de large sur 3 miles de long. Réaction immédiate. Des équipes conjointes américano-danoises ont bouclé le site en quelques heures. 9 837 prélèvements nasaux ont été effectués. 335 ont révélé une activité alpha détectable. 756 analyses biologiques d'urine ont suivi. Nettoyage, opération Crested Ice, février à septembre 1968. Plus de 550 000 gallons de glace, de neige et de boue contaminée ont été retirés et expédiés vers le site de Savannah River et l'usine de Pantex. Entre 93 et 95% de la contamination détectable en surface a été éliminée. Le coût a été estimé entre 30 et 50 millions de dollars de 1968. Comptabilisation des armes, environ 85% de la masse d'uranium et 94% du poids des 3 armes secondaires ont été récupérés. Un rapport interne de juillet 1968 indiquait « Aucune partie de la 4e arme secondaire n'a été identifiée ». Recherche sous-marine, avril à août 1968. Les plongeurs de la marine ont inspecté environ 60% de la zone prévue pour les recherches sous-marines avant que les conditions glaciales ne les obligent à suspendre leurs opérations. Les recherches n'ont jamais repris. Des documents déclassifiés ont par la suite clarifié l'objectif. Il s'agissait d'un composant contenant de l'uranium de l'assemblage secondaire que les concepteurs d'armes appelaient familièrement « bâton de maréchal » et non d'une arme nucléaire intacte. Conséquence politique. Le Strategic Air Command a mis fin à ses opérations d'alerte aérienne continues au-dessus du Groenland en février 1968. Le Danemark a officialisé sa position non nucléaire, recevant des garanties sur les survols et le stockage futur. La base aérienne de Thule a continué à fonctionner comme installation radar et logistique, mais son rôle dans les opérations nucléaires a pris fin. Santé des travailleurs. Des études de cohortes lancées au début des années 1990 ont suivi environ 4 322 participants au nettoyage grâce aux registres nationaux de santé danois. Certaines études ont fait état d'une mortalité et d'une incidence du cancer élevée. D'autres n'ont constaté aucun excès statistiquement significatif après avoir pris en compte les facteurs de confusion. L'absence de reconstitution des doses individuelles a empêché d'attribuer de manière définitive les effets sur la santé à l'exposition au rayonnement. Les enquêtes danoises et groenlandaises menées en 2003, 2007, 2011 et au-delà ont détecté une contamination résiduelle de faible niveau dans les sédiments et le biote, conforme aux limites de nettoyage connues. Les concentrations d'activité sont restées plusieurs ordres de grandeur en dessous des seuils de risque pour la santé.
Le rapport de 2009 de l'Institut danois d'études internationales a conclu « Il n'y a pas de bombe. Ils ne cherchèrent pas de bombe. » Les recherches sous-marines visaient à trouver un composant spécifique de l'arme et non un dispositif intact. Le risque radiologique du composant sur les fonds marins, s'il existe, est négligeable. La corrosion de l'uranium dans l'eau de mer froide est lente et tout rejet se disperserait dans un grand volume marin. L'expression « aucune partie du quatrième secondaire n'a été identifiée » reste exacte. Le composant n'a pas été trouvé. Les recherches n'ont pas été exhaustives. L'incertitude persiste. Mais le dossier établit ce qui peut être connu. L'accident a été maîtrisé. La contamination a été éliminée. La politique a changé. Les travailleurs ont été suivis. Les questions qui subsistent sont documentées. Elles ne sont pas cachées. L'héritage est la précision sur les limites de la précision. Si vous appréciez l'histoire nucléaire fondée sur des faits, pensez à soutenir cette chaîne.